Alors le premier thème que je vous propose d'introduire, il y aura beaucoup de choses qui vont revenir aussi par rapport à ce que Madame le ministre vient de dire, c'est le thème de l'énergie. Alors l'ensemble de notre filière énergétique est basé sur l'énergie du soleil. En effet, durant des centaines de millions d'années, les plantes ont capté l'énergie solaire, l'ont transformée par photosynthèse et l'ont stockée sous forme de carbone. Cette biomasse s'est accumulée durant des millénaires et s'est comprimée dans le sous-sol sous forme de charbon, de pétrole ou de gaz naturel. Or, notre société et notre économie sont énergivores et fortement dépendantes de l'énergie dans un marché volatile. En un siècle et demi, l'humanité a réussi à extraire et brûler la quasi-totalité de ses ressources limitées pour en récupérer l'énergie. Le fait de brûler des énergies fossiles dégage évidemment du CO2. L'accumulation de cette molécule renforce l'effet de serre et contribue à réchauffer notre atmosphère et modifier notre climat et notre cycle de l'eau. Il est donc maintenant temps de revenir à la raison, consommer moins, consommer mieux et se reconcentrer sur des sources alternatives d'énergie. Alors justement, dans ce contexte-là, Thomas Eschen, de quelles sources alternatives d'énergie est-ce que nous parlons ? Bon, tout d'abord, je crois qu'en tant que représentant d'une institution publique et non pas d'une entreprise, ce serait à moi de donner plutôt une toile de fond. Je crois que si on parle de climat et si on parle d'ambition, et Madame le ministre a montré cette ligne qui va vers le bas, je crois que je peux partager le terme ambition. Ce sera très ambitieux de nous rapprocher de ce objectif et il nous faudra tous, toutes les entreprises, les ménages, les entreprises du secteur tertiaire et les acteurs dans le transport pour réaliser ces économies. Donc Jeannot Krequet, l'ancien ministre, a une fois dit notre plus grande source est l'économie d'énergie. Et je crois que ça donne déjà le principe qu'on nomme aujourd'hui Energy Efficiency First. Je crois pour le Luxembourg, avec un pays qui croît, qui a 13 000 personnes de plus, qui a peu de ressources, ce sera extrêmement important de se pencher sur les économies d'énergie d'abord et en parallèle de développer les énergies renouvelables là où il en faut encore. Donc je crois qu'au niveau des 10 dernières années, on a plutôt parlé des énergies vertes toujours, mais notre source principale est l'économie d'énergie. Donc il faudra développer d'abord le demand side, comme on dit, c'est-à-dire la consommation, et par après, et en parallèle, la supply side, donc des énergies renouvelables. Si je peux le dire ainsi, et peut-être je me suis marqué les chiffres qui changent toutes les années, donc je dois avoir toujours, quand même, il y a lieu de dire certains chiffres. Alors si on regarde les secteurs à Luxembourg et la consommation énergétique, on doit d'abord constater que la dépendance du pays est 96%, donc on importe 96% d'énergie et c'est presque tout carboné. Donc l'enjeu, c'est de réduire ces consommations. Si on regarde les secteurs, c'est le transport, 60%, l'industrie, 17%, et les ménages, 13%. Vous me direz, mais ça, c'est avec les exportations de carburant. Alors, faisons les mêmes chiffres, mais sans toute la consommation qui est exportée. Donc, regardons les résidents. Là, on reste avec les mêmes proportions. 34% le transport, 28% pour l'industrie et 21% pour les ménages. Donc, normalement, nous, au ministère, on dit où est-ce qu'on doit attaquer le plus vite. Donc, dans les paniers, dans les récipients les plus grands. Donc, le plus grand récipient, c'est le transport. Si on veut décarboner le Luxembourg jusqu'en 2050, il faut décarboner le transport. Comment ? Et le deuxième, c'est l'industrie avec 28%. C'est absolument clair. Si on regarde maintenant les vecteurs, produits pétroliers, 64% dans le pays, gaz naturel, 16%, électricité, 13%, carboné. Bon, si je retire de nouveau les exportations de carburant, produits pétroliers, 37%, gaz naturel, 29% et électricité, 23%. Donc, dans quel secteur et dans quel vecteur il faut commencer ? À mon avis,
avec les plus gros récipients, il faut vraiment les traiter. Donc, au niveau des secteurs, ce sera le transport et l'industrie. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien dans les ménages et dans le secteur tertiaire, mais ça, c'est les plus grandes sources. Et au niveau des vecteurs, c'est les produits pétroliers, donc le transport et les chaudières. Et au niveau du gaz naturel, c'est clair, c'est dans l'industrie et au niveau des chaudières. Là, il faut économiser. Donc, vous me direz, bon, il parle d'économie d'énergie, ça c'est une chose, mais notre énergie, elle viendra d'où? Elle viendra des renouvelables, c'est clair, mais on a, comme je l'ai dit, des potentiels limités. Ça, ce n'est pas une chose négative, ça c'est un fait. Donc, économiser pour utiliser le reste efficacement. Donc, en termes de potentiel, on aura la biomasse pour 2030. Développons-la dans l'industrie. Il y a de bons exemples, je vais y revenir. Deuxième chose, ce sera le photovoltaïque. J'étais pas la personne, du point de vue économique, qui était toujours la personne qui a prêché ça. Maintenant, économiquement, on a une situation où le photovoltaïque est moins cher que la biomasse et tend à devenir moins cher que l'éolien. Et donc, il faut voir le photovoltaïque sous cet angle de vue du point de vue économique. Troisième potentiel, c'est l'éolien. Et le quatrième potentiel, c'est le biogaz ou le solaire thermique. Donc, on a des potentialités, il faut les développer. Troisième point, avant de donner un smoothing pour les entreprises, dans le cadre de l'étude Rifkin, tellement aimée, on a discuté de quoi? On a discuté des changements qui viendront et dont on ne parle pas trop souvent. Aujourd'hui, on a un système qui produit quelque peu de producteurs, ils injectent et on les règle s'il y a trop peu d'électricité. Dans le futur, il y aura des milliers de producteurs qui produiront quand il y a soleil, le vent. Ils sont plus réglables. Donc, il faudra avoir de la flexibilité. Et on aura l'autoconsommation. Et nous, en tant que ministère de l'économie, je me dois de le dire, c'est qu'on est bien à l'écoute des entreprises, parce que je joins absolument Madame la ministre qui dit il faut faire et utiliser les opportunités. Donc, il faut voir avec les entreprises, est-ce que l'autoconsommation peut pour vous être une chance? Il faut voir que si la biomasse peut devenir une chance pour la production de chaleur dans l'industrie. Il faut voir si l'industrie peut fournir dans le futur de la flexibilité par la mise à disposition de capacités de réduction. Il faut être malin et il faut vraiment réfléchir de trouver les opportunités. Et comme je l'ai dit, je me dois de le dire que notre approche dans l'économie, c'est de trouver ces chemins. Et ça ne se passera pas sans les entreprises, mais avec les entreprises. Et je crois que l'exemple de la construction le montre. Je me félicite des bons contacts qu'on a eus avec la Fédération des artisans au niveau des dernières années. Je crois que l'efficacité énergétique dans le secteur de la construction a pas trop mal marché. J'espère que ce sera confirmé par M. Magérus. Et c'était accepté par les entreprises. Et je crois que c'est la chose principale. Et maintenant, mes derniers messages. On a présenté au cours des 2 dernières années avec M. le ministre Schneider 3 projets. Un de LuxConnect, où je dis ça c'est positif pour l'économie luxembourgeoise. Il y a le projet Kiovat qui a été développé, une production de pellets de bois, donc carburant renouvelable pour le Luxembourg, et la chaleur restante, elle est livrée à un centre de données. Et je dois dire que les expériences que j'ai eues avec des grands exploitants de centres de données, ils ont tous eu un intérêt à avoir des centres de données verts. C'était la première question. Bon, le coût de l'électricité, c'est normal. Donc, ça, c'est mariage politique énergétique avec politique économique. Deuxième chose, Kronospan, qui a investi énormément dans ce centre de production pour s'alimenter exclusivement en biomasse pour produire ses produits. Et aussi, ça, c'est, en allemand, on dirait un Standortfaktor. Et je crois que monsieur le directeur général de cette société devrait être dans la salle, ou peut-être sera dans la salle, et peut-être il m'a de toute façon dit que ces investissements supporteront aussi le site du Luxembourg. Et le troisième exemple, le Kirchberg sera alimenté prochainement avec 50% d'énergie renouvelable dans la centrale de Kirchberg, donc de la clinique à la Philharmonie, moitié énergie verte. Et là, on crée des emplois. Il y a lieu de marier la politique économique avec la politique énergétique. Ce ne sera pas simple, mais ce se passera dans le dialogue. Et nous, en tant que ministère de l'économie, on est ouvert à ça.
Merci Thomas. Vous avez donc parlé de l'efficience énergétique tant au niveau de la production et de la consommation. Vous avez parlé de biomasse et de bioénergie. Nous avons parmi nous ce soir Lucien Hoffman, qui est directeur du département ERIN auprès du LIST, que je demande de venir me rejoindre parce qu'il pourra bien nous parler, voilà, il est là-bas, de ses activités et justement des perspectives qu'on peut souhaiter avoir de la biomasse et de la bioénergie. On peut l'applaudir aussi d'être parmi nous ce soir. Alors, Lucien Hoffman, quand on a parlé justement de biomasse et de bioénergie, quelles sont selon vous les perspectives de ces deux? Moi, je pense qu'au niveau de la bioénergie, de manière générale, il y a encore beaucoup à faire. Il y a d'un côté, évidemment, déjà les biomasses végétales, comme le maïs, qui est utilisé, mais qui a ses limites au niveau des problèmes environnementaux que ça pose. Mais il y a d'autres plantes énergétiques qu'on pourrait cultiver, qui ont moins ces problèmes environnementaux. Mais à côté de ça, il y a un réservoir très important qui est encore sous-utilisé, c'est toute la matière organique, tous les déchets organiques qui, pour l'instant, sont considérés comme des déchets, mais qui peuvent être valorisés, d'un côté, pour la production d'énergie. Et ce qui est intéressant aussi, je pense que le mot d'économie circulaire est tombé aussi tout à l'heure, c'est qu'au niveau de ces stations de biogaz, de production de bioénergie, il y a à la fin des restes, des digestats, qui ne peuvent pas être transformés en énergie, mais qui peuvent de nouveau être valorisés, par exemple, pour en extraire le phosphore, pour en extraire de l'azote, qui peut de nouveau être utilisé comme engrais pour les mettre sur les champs. Donc on peut vraiment créer une sorte d'économie circulaire au niveau régional pour pas uniquement production d'énergie, mais aussi d'autres molécules comme des fertilisants qui peuvent être intéressants. Fertilisants comme le phosphore qui nous proviennent de mines et qui deviennent de plus en plus rares à l'avenir. Et donc il faut aussi recycler en quelque sorte ce phosphore comme nutriment pour l'agriculture, par exemple. Merci beaucoup d'être venu parmi nous ce soir. Alors, Paul Young, vous aussi, vous êtes un bon exemple. Vous avez reçu le Green Business Award, prix de l'environnement et économie circulaire auprès de la FEDIL. Vous êtes signataire de l'accord volontaire de la FEDIL. On a parlé de la contribution des entreprises. Alors, comment diminuer cette consommation selon vous? Une entreprise qui affiche la volonté en matière d'efficacité énergétique peut faire avancer les choses. Alors permettez-moi de brièvement raconter une expérience récente qui a démarré en 2010-2011 de Ceratisite. Cerametal a déménagé en 1974 de Béreld'Ange à Mamers, et après ce déménagement, on a connu 5 extensions successives avec beaucoup d'installations techniques de production qui sont rajoutées, mais aussi en termes de bureaux. En 2010-11, on s'est retrouvé avec un patchwork industriel avec sans management d'ensemble de tout ce qui était énergétique de manière générale et électricité en particulier. On avait un besoin de refroidir le hall de production dès que la température extérieure dépassait les 5 degrés vers le haut. Nous n'avions aucun moyen technique de récupérer la chaleur de notre processus de fabrication qui principalement sont des fours qui travaillent à 1500 degrés. Et nous avions des chaudières qui avaient 40 ans, des chaudières qui marchaient au fioul et qui avaient déjà des signes certains de corrosion. Nous avons des équipements sous-performants en termes de froid. Nous avions beaucoup de groupes de location de froid et nous étions certainement borderline avec les autorisations de l'époque. Alors les propriétaires ont décidé de vraiment donner un message fort de développement durable et aussi d'efficacité énergétique en demandant à un bureau d'ingénieurs de nous proposer un concept énergétique d'ensemble pour le plus grand hall de fabrication à ce moment-là. Ce concept devait nous permettre de prendre à bord des technologies nous permettant
de satisfaire nos besoins d'amélioration énergétique sur les 20 années, donc vraiment des technologies de pointe à ce moment-là, et aussi qui ne devaient pas interrompre la production. Donc on devait faire quelque chose qui nous permettait de continuer à satisfaire les clients. Ce qu'on a fait finalement, on a investi 6 millions d'euros dans une optimisation énergétique d'ensemble de la production de froid, de chaud, de ventilation, avec l'aide du ministère de l'économie et du commerce extérieur, parce que c'était vraiment un concept novateur qui, jusqu'à ce moment-là, n'était jamais encore été pensé et certainement pas construit au Grand-Duché. Il s'agit notamment d'un anneau hydraulique qui est alimenté par 4 conteneurs en toiture pour, d'un côté, récupérer le chaud de nos installations vraiment à forte puissance et de récupérer, d'alimenter en froid tout le hall de production et les bureaux. Donc, ce qui nous permettait de nous retrouver avec un réfrigérant qui était vraiment à la pointe, qui était reconnu comme n'ayant aucun impact sur la couche d'ozone. Nous avons réduit notre consommation électrique de 3 gigawattheures par an, dans 2,4 gigawattheures an, seulement sur la production de froid. Et nous avons envoyé des équipes entières, la Learning Factory pour le management, des équipes de management de l'énergie, et nous continuons à améliorer l'exploitation de ces installations. Donc le retour sur investissement, parce que c'est toujours aussi un investissement, il se situe autour de 5,5-6 ans, ce qui est important, et ce qui nous a encouragés à continuer cette expérience. Donc nous avons déjà entamé cette même expérience avec le 2e hall de production, et en 2017 on va continuer avec le 3e hall sur le site de Mamers. Et en parallèle, vous avez aussi réduit le bruit, notamment. Et là, oui, c'est vrai. Nous avons construit à l'époque à Mamers, et c'est toujours une zone agricole, mais les habitations se rapprochent de nous. Okay, nous, on s'agrandit vers l'ouest, mais les habitations ont engagé une course pour se rapprocher de nous, et le bruit est un problème. Parce que, notamment, si le vent porteur d'ouest, dans des nuits chaudes d'été, les gens ouvrent les fenêtres dans les cités proches de Mamers, ça fait du bruit. Okay, donc notre nuisance principale pour le voisinage, c'est le bruit, parce qu'il y a beaucoup de systèmes de ventilation, il y a beaucoup de fours, quand ils lâchent la pression, ça fait des bruits ponctuels et qui peuvent interrompre le sommeil. Donc là, aussi longtemps qu'on continue à rapprocher les autorisations de construire des industries, il ne faut pas s'étonner à ce qu'après le voisinage nous pose des petites réclamations de tous à autres. Je reviens sur un point qui me semble quand même important. Vous avez parlé des investissements pour justement générer cette efficience énergétique, mais ce qui est important aussi, c'est de sensibiliser les collaborateurs, ce que vous faites notamment à travers ces formations. Absolument. Ce n'était pas à l'époque 2010-2011, on a vraiment pris une conscience de cette nécessité aussi au niveau du groupe Ceratici tout court et au niveau du site de Mamers de faire quelque chose. Un projet, c'était ce remplacement du froid par un concept énergétique d'ensemble. C'est à ce moment-là aussi qu'on a lancé la démarche d'économie circulaire sur le recyclage. On a inclus nos clients. On a signé en 2011 le partenariat volontaire avec la FEDIL. Donc, c'était vraiment une volonté en continu. Je pense que sur le 3e volet de la table ronde de ce soir, on va revenir sur les constructions intelligentes, et c'est un autre exemple qu'on a inauguré cette année en juillet avec la présence ministérielle et grand-ducale. Voilà, Thomas, nous avons entendu que déjà vous allez de pair avec l'industrie. Côté production, quels sont pour vous les défis de cette mutualisation ? Je crois que l'exemple montre un peu le chemin qu'il faut choisir. Monsieur Young a parlé des incitations. Je crois que
dans la politique d'efficacité énergétique, qui est d'ailleurs, à mon avis, beaucoup plus difficile à mettre en place que la politique en matière d'énergie renouvelable, il faut trouver les bons instruments. Et il faut trouver, avec les entreprises, certaines approches. On a essayé certaines choses. On a un accord volontaire dont vous avez parlé, qui a une certaine approche et qui permet de réaliser certaines choses. À voir s'il y a d'autres incitatifs qui peuvent aider plus. Donc les aides à l'investissement du ministère, c'est aussi une chose très importante. Et l'année dernière, on a mis en place un autre mécanisme d'obligation pour les entreprises d'électricité et de gaz naturel, où on espère qu'ils se lancent dans les investissements avec les entreprises ou dans les entreprises. Je crois qu'il n'y a pas le déclic avec un instrument, il faut toujours chercher. Mais je crois que une des choses principales, et vous aviez mentionné le temps de retour de 5,8 ans, on croit comprendre que beaucoup d'entreprises auraient un problème avec 6 ans de temps de retour parce qu'il leur semblerait trop long pour investir dans des économies d'énergie. Et ça, c'est un terrain où on travaille actuellement pour identifier s'il y a possibilité de créer un autre instrument pour donc créer ou pour arracher cette barrière qui apparemment est là. Et donc, mon message est aujourd'hui plutôt trouvons ensemble le bon mix d'incitatifs, trouvons ensemble le bon mix entre les stick policies, comme nous on les appelle, entre les règles, comme le secteur de construction, où on aura la maison d'habitation à consommation d'énergie quasi nulle comme standard. Et je crois qu'il y a beaucoup d'opportunités pour notre secteur de construction là-dedans. Et trouvons cette bonne balance entre les carrot policies et ces stick policies, donc entre les règles et là où on donne l'argent dans la mesure du possible avec les aides d'État. Et ce ne sera pas le ministère au 7e étage du boulevard Royal qui fera ça en seul. Et c'est pour cela que c'est l'offre dans ce cadre de ce défi dont vous venez de parler, de trouver les chemins où on communique pour trouver les bonnes réponses à soutenir les entreprises dans ce sens. Je vais aussi prendre une phrase anglaise qui dit « Think local, act global ». Ça, c'est aussi la philosophie, ça vient de le démontrer aussi. Oui, donc, moi, je n'ai pas à commenter l'engagement, mais le Luxembourg, s'il ratifie 80% en 2050, et en tant que fonctionnaire, on voit ce chiffre, il faut dire ce qui va, à notre avis, et ce qui pourrait aller, et ce qui ne va pas, normalement, on ne veut pas entendre. Donc, en tant que fonctionnaire, il y a lieu de ne pas que fonctionner, mais d'essayer d'imaginer comment on peut aller jusqu'à 80%. Donc, et ça, c'est le grand défi. Donc, nous agissons localement, oui, pour donc donner notre input, respectivement notre contribution à un accord international signé par tant d'États du monde. Alors, quelles aides et quelles opportunités pour les entreprises? Je pense qu'il y a quelqu'un qui est très bien placé pour nous le dire. Nous avons parmi nous le directeur de MyEnergy, Gilbert Teato, que je vais demander de venir me rejoindre ici au pupitre pour nous donner ces explications-là, parce que MyEnergy, c'est une structure nationale pour la promotion d'une transition énergétique durable. Alors, quels sont justement ces moyens qu'on peut donner aux entreprises? Merci, Monsieur Nay. Juste peut-être une petite explication. Qu'est-ce que nous faisons concrètement? Nous sommes d'une part partenaires pour les consommateurs, donc les ménages, les entreprises, les communes, et nous essayons de les assister dans ce partenariat de réaliser les économies d'énergie, de mettre en œuvre les énergies renouvelables et d'agir de façon durable. Donc nous essayons de réduire, verdir et durabiliser les projets. D'autre part, nous essayons d'être facilitateurs, et facilitateurs pas pour les consommateurs, mais pour les secteurs qui travaillent dans le domaine de l'énergie et principalement dans le domaine de la construction. Voilà, quels sont nos outils pour travailler dans ces domaines? Facilitateur, pour nous, ça veut dire, et je vais donner peut-être quelques exemples concrets, travailler ensemble avec le secteur de la construction, donc la Chambre des métiers, la Fédération des artisans, l'Institut de formation sectorielle pour le bâtiment, pour
augmenter la sensibilité et le degré de formation de tous ceux qui travaillent dans le secteur de la formation en matière d'efficacité énergétique et d'énergie renouvelable. Ça veut dire pour nous, nous essayons ensemble avec les acteurs de l'accord volontaire, donc le ministère de l'économie, la FEDIL, pour assister les entreprises, les grandes industries, pour faire les bonnes démarches, dans le domaine de l'efficacité énergétique, qui est le sujet de l'accord volontaire. Nous essayons ensemble avec le ministère de l'économie de donner les bons conseils aux entreprises, comment faire, comment utiliser les aides d'État et les aides financières qui sont proposées par une grande partie du ministère de l'économie. Nous essayons ensemble avec le ministère du développement durable et des infrastructures de mettre en œuvre dans le cadre du pacte climat avec les communes un grand nombre de mesures incitatives et concrètes de réduction d'énergie, d'énergie renouvelable et qui touchent aussi les entreprises. Donc dans le secteur de la construction, dans le secteur public, dans le secteur des ménages et avec les acteurs du terrain. Merci beaucoup et plus d'informations évidemment sur myenergy.lu ou à la radio. Vous avez aussi vos experts qui donnent plus de conseils. Merci beaucoup Gilbert Théato. Et nous avons aussi un autre acteur important parmi nous. Oui, on peut l'applaudir. Je salue d'ailleurs Ernie Huberti, marketing manager d'Enovos, qui est parmi nous aussi, qui est aussi administrateur de MyClimate. Mais nous avons aussi le directeur de l'énergie agence, Pascal Voré, que je demande de venir me rejoindre, qui est aussi secrétaire de MyClimate et de la Learning Factory. Alors, Pascal Voré, il y a cette nouvelle loi du 5 juillet 2016 concernant l'utilisation rationnelle de l'énergie qui impose la réalisation périodique d'audits énergétiques par les grandes entreprises. Vous pouvez peut-être nous en parler un peu plus. Merci, M. Nay. Oui, donc il y a la loi du 5 juillet qui dit que toutes les grandes entreprises, donc c'est par définition toutes celles qui ne tombent pas sous les définitions officielles de PME, c'est un peu compliqué, mais c'est comme ça. Donc en gros, c'est toutes les entreprises qui ont plus que 250 personnes ou plus que 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Après, il y a encore différents critères. Il faut voir aussi si c'est des groupes, ça compte en totalité. Et là, la nouvelle loi dit que ces entreprises sont obligées de réaliser un audit énergétique ou bien de mettre en place un système de management d'énergie comme l'ISO 50001. Donc, ce que nous faisons à l'Énergie Agence, c'est de proposer d'abord ces audits énergétiques. Évidemment, nous conseillons aussi les entreprises qui ne sont pas sûres s'ils tombent sous la loi ou pas, s'ils sont obligés, s'ils ne sont pas obligés. Donc il y a différents critères qui interviennent. S'il y a des questions, nous pouvons évidemment toujours l'expliquer parce qu'il faut voir cas par cas, on ne peut pas le dire très en général. Et après, l'audit énergétique en lui-même, le but, ce n'est pas de faire des audits pour les mettre dans un tiroir ou avoir un beau rapport. C'est aussi normalement pas notre but. Ce que nous essayons, c'est l'audit, c'est la base avant de pouvoir faire des actions ou des initiatives pour s'améliorer. Donc, que fait un audit? C'est relativement simple. On fait un bilan, et là, on parle d'énergie. Donc, combien on consomme ou qu'est-ce qu'on consomme et quels sont mes points clés? Ce qui souvent, on ne le dirait pas, mais souvent dans des industries, même relativement modernes, les gens croient que les consommateurs sont tels et tels, mais ça peut être très différent parce qu'il n'y a pas toujours les compteurs comme il faudrait. Après, sur base du bilan, on essaye évidemment de définir un peu les potentiels d'économie. Où est-ce qu'on peut prendre quoi? C'est de nouveau un peu comme Thomas avait dit au début. On regarde d'abord les gros consommateurs. Est-ce qu'ils sont efficaces ou non? S'ils ne le sont pas, c'est là qu'il y a les gros potentiels. Et après, il y a toute la partie accompagnement. Donc, il y a les aides dont Gilbert avait parlé avant. Il y a des aides étatiques. Il y a d'autres aides, celles qui viennent des obligations où les fournisseurs d'énergie sont obligés d'aider les entreprises justement à détecter ou à réaliser des économies d'énergie. Et là, l'Énergie Agence est relativement bien placée pour pouvoir commencer du début jusqu'à la fin. Y inclut, comme M. Nay l'avait dit, la Learning Factory, avec qui on coopère très étroitement. Comme Paul Young l'avait mentionné, Ceratesit, ils envoient presque tous leurs jeunes ingénieurs, ils passent à la Learning Factory. Et la Learning Factory, c'est une usine qui n'est là que pour démontrer des choses et pour faire de la formation des gens, surtout avec le sujet efficacité énergétique.
Donc là, c'est sur le terrain, on peut jouer, disons, avec les machines sans arrêter une production. Et c'est souvent de là que des projets concrets sortent avec des résultats vraiment très concrets qui rapportent normalement beaucoup plus que ce que les formations ont coûté. Merci Pascal Voré, merci d'être parmi nous et merci pour ces explications.